Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour l'émission hebdomadaire de Buonasera Calcio. Ça fait plaisir que vous soyez là, merci beaucoup sur le live Twitch. Écoutez, ce soir, 3 sujets. On est vraiment dans le vif du sujet en ce moment du football européen. Le mois de février arrive, la Coupe d'Europe c'est demain et après-demain, donc vraiment trop cool. Et puis tous les week-ends vous avez un super match qui est en train de qui dans tous les championnats qui décide du titre. Donc vraiment un moment très palpitant pour le football européen. Bonsoir, on veut la vraie Ligue des Champions, ça fait plaisir. Bonsoir à tous, le comeback, ouais, effectivement, j'espère que ça va mieux que la semaine dernière et que tout s'est bien passé, parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu nous avais expliqué que tu avais eu un petit problème, donc j'espère que tout s'est bien passé. Oui, ça va mieux, merci, c'est parfait. Donc oui, comme je le disais, on est vraiment dans le vif du sujet du football européen et voire mondial, bien sûr. Donc voilà, salut Pipovici, ça fait plaisir aussi que tu sois là, bienvenue, welcome back. Tu reviens pour les matchs décisifs, ça y est. Donc voilà, bon, ce soir justement, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder tous les chocs qu'il y a eu en Europe ce week-end. Alors c'était particulièrement en Serie A, en Bundesliga et en Liga qu'il y avait des chocs ce week-end. Après le week-end précédent où il y avait eu des gros chocs en Angleterre aussi. Mais là c'est vrai qu'on a eu droit à des matchs décisifs et vraiment très palpitants. Donc c'était vraiment cool. Ensuite on va passer rapidement. Bon, on aura pas mal de matchs à débriefer, enfin de matchs, oui, ou de sentiments, de sensations, etc. On va débriefer quand même bien sûr la victoire de la Côte d'Ivoire, parce que bon, voilà. Alors moi j'ai appelé ça la Côte d'Ivoire comme le Portugal, point d'interrogation. Parce que moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, alors dans une certaine mesure, mais parce que bon, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un niveau encore au-dessus du Portugal dans le genre, c'est pas possible que ça arrive, mais ça fait penser à ça. C'est un peu une Grèce 2004, un peu de Portugal 2016, et puis voilà, Côte d'Ivoire 2024 pour la CAN, quoi. Donc voilà, je voulais revenir pour le magnifique but de Milan, la combinaison à 3 est juste du pur football comme tout fan, j'aime. Ouais, t'as tout à fait raison, c'est vrai que c'était bien. On appelle ça maintenant le TAO, ils ont appelé ça comme ça. Donc voilà, le TAO. Mais oui, on va en parler de toute façon parce que c'était un des gros matchs, parce que ça a éliminé une des très grosses équipes et le champion en titre, définitivement, je pense, de la course au titre, donc on va en parler. Et enfin, juste pour terminer le stream, mais après, bien entendu, vous connaissez Buonasera Calcio, on parle de ce que vous voulez, quand vous voulez, donc voilà, on peut divaguer sans aucun problème, mais j'aimerais bien aussi donner mon avis sur le carton bleu. Je sais pas si vous avez vu un petit peu cette news, mais moi je voulais vous dire ce que j'en pensais, et peut-être aussi ce que j'anticipais avec le carton bleu. Donc voilà. On va commencer par les chocs pour le titre, et donc on va commencer par la Serie A, si ça vous dit, parce que, bon, alors ce soir, il y a la Juve qui joue contre l'Udinese, en ce moment d'ailleurs, ça doit faire 15 minutes que ça a commencé, donc on va juste checker un petit peu le score avant de commencer, parce que ce soir, il y a 2-3 matchs sympas, Juventus Udinese, pour l'instant, 0-0. Donc voilà, Milan est provisoirement revenu à 1 point de la Juve, et pour l'instant, donc, a priori, à 2 points, vu que, a priori, pour l'instant, il y a match nul. Donc oui, les chocs pour le titre, on va commencer par la Serie A, avant de passer en Bundesliga avec ce superbe Bayern Munich, et enfin, on va terminer aussi avec le choc en Liga, avec le Real Girone. Donc oui, effectivement, en Serie A, ça a commencé ces chocs par un fabuleux Inter-Roma. Je sais pas si vous l'avez vu, ce match, mais c'était vraiment splendide. En tous les cas, effectivement, la Roma s'est transformée depuis que De Rossi est entraîneur. Alors oui, ça a pas plu à Mourinho, qui l'a fait savoir. Je sais pas si vous avez vu, mais il a déposé la bague que son équipe lui avait offert pour la victoire en Conference League
dans le vestiaire de Pellegrini, en expliquant qu'il la récupérerait le jour où ils deviennent des hommes. Donc voilà. Bon bref. Mais effectivement, la Roma a fait une super entame de match contre l'Inter et a même mené au score, 2-1 à un moment donné. Donc 1-0 d'abord et puis ensuite 2-1. Et effectivement, l'Inter, qui est, comme je le dis depuis le début de saison, qui est pour moi probablement l'équipe la plus forte d'Europe à l'heure actuelle, a réagi en champion, qui vont probablement être, c'est-à-dire que ils gagnent finalement 4-2, quoi, avec une Roma qui est plutôt en ce moment vindicative. C'était pas facile. Donc voilà, non, franchement, un super match. C'était palpitant comme match. Il y a eu énormément d'occasions. Donc voilà, c'était vraiment un super match. Moi, j'ai beaucoup aimé le lancement du week-end comme ça. La Roma n'est pas complètement décrochée pour les 5 ou 4 premières places, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'Inter a encore une fois tapé du poing sur la table pour dire ça c'est mon titre en fait. Donc voilà, ça c'est surtout ça que je retiens de ce match-là. On va faire un petit tour dans les commentaires. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit: avec notre attaque éclatée ce soir, je vois pas comment on va battre l'Udinese. Oui d'accord, mais enfin l'Udinese quand même, ils sont 16e du championnat. donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pipovici, la Viola, j'ai adoré Bologne, encore top à regarder. Ouais, absolument, c'est vrai, je suis d'accord. Alors attends, hop là. Donc voilà. Ah oui, alors. Donc voilà. Alors juste pour vous dire, dans le chat, je suis désolé, j'ai fait un bug parce que c'est très marrant ce qui se passe, c'est que dans le chat, la Viola, donc, j'ai adoré Bologne, encore top à regarder, le bot pense que c'est un message à caractère sexuel. Parce que Viola, en fait, donc il comprend pas que c'est la Fiorentina, et donc il pense que c'est le verbe violer, conjugué au passé simple. Donc voilà. Donc j'ai reçu un truc. Il m'a demandé si je voulais permettre ou pas ce commentaire. Donc j'ai dit oui parce que je voyais pas où était le problème. Et donc là je viens de comprendre qu'en fait le terme qu'il a autorisé, c'est Viola. Bon, c'est marrant. L'AI ça marche pas encore super bien. Mais bon, bref. Donc la Roma est très forte et même El Shaarawy il retrouve un niveau meilleur. Oui, effectivement, c'est vrai. Donc voilà. L'Atalanta effectivement impressionné. Quel but de Charles de Ketelaere. Ce Charles de Ketelaere est vraiment surprenant. Donc voilà. En parlant d'Italie, on en parle du sondage fait sur le racisme à vomir. Oui, j'ai vu, ouais. Alors il y a celui-là, et puis il y a eu... Alors bon, ça n'a strictement rien à voir. Mais effectivement, donc oui, il y a eu un sondage qui a été fait. Je me souviens plus des résultats exacts, mais il y a quand même une majorité des gens qui ont dit que c'était pas un problème les chants racistes dans les stades. Après, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ce reportage. Je me suis dit ce sondage, je me suis dit c'est vrai, c'est un sondage, mais c'est un sondage sur combien de personnes? Je sais pas, ça doit être entre 700 et 1000 personnes. Bon, oui, on peut, enfin c'est peut-être très bien fait et c'est peut-être vraiment très représentatif de la société italienne, ça c'est possible. Mais je pense aussi que, je sais pas, si on fait un référendum en Italie, je pense que j'ose espérer, connaissant l'Italie comme je la connais, même si je viens pas de là, mais c'est vrai que je pense que j'ose espérer que ça soit un petit peu différent si on pose la question à un panel un petit peu plus grand. Donc 18% ont dit que faire des cris de singe n'était pas grave. Oui. Alors effectivement, 20% de la population, enfin 20% du panel, on va pas considérer que c'est la population italienne, mais en tous les cas représentante de la population italienne, c'est vrai que ça fait beaucoup, 1 sur 5 qui dit que c'est pas trop un problème. Donc voilà. Mais bon, bref. Il y a aussi, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais l'Inter, la Juve et le Milan ont voulu faire passer la Serie A à 18, et il y a eu le vote aujourd'hui et ça a été rejeté, parce qu'en fait, en gros, il y a que, je crois qu'il y a Napoli aussi, il y a que 4 clubs qui ont voté, bon, les 4 plus gros en fait, en gros, ont voté, ou c'est la Roma, je sais plus, ont voté pour, et puis les 16 autres ont voté contre, en gros. Donc voilà, en même temps c'est un peu normal que les petits clubs ne veuillent pas passer à 18, donc voilà, et voilà. But de l'Udinese apparemment, d'après de ce qu'on me dit. Et écoute,
moi je dis pas que c'est pas très très bien qu'on revienne à 1 point de la Juve, hein, voilà. Ça me dérange pas, en tous les cas. Je sais qu'on veut la vraie Ligue des Champions, on va pas forcément être super d'accord, content, mais moi ça me dérange pas qu'on revienne à 1 point de la Juve. Donc voilà, on va voir. Après l'Udinese, vous savez, l'Udinese, c'est quand même, s'ils sont dans cette position-là, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc c'est quand même pas la super, c'est quand même pas la super assurance tout risque, l'Udinese. Donc voilà. Si on peut se débarrasser d'Allegri, on prend tout. Alors, a priori, c'est le cas. C'est ce qui, je sais plus, j'ai lu un truc aujourd'hui qui disait que effectivement Allegri était plus du tout en odeur de sainteté. Enfin, non, que le cycle Allegri allait s'arrêter à la fin de saison. C'est pas qu'il est plus du tout en odeur de sainteté, parce que si on regarde bien, on s'emmerde, mais quand même, depuis 2 saisons, il finit dans la Ligue des Champions. Alors la saison dernière, il a pris, la Juve a pris une suspension, donc suspension de points. C'est pour ça qu'il termine pas dans les 4, mais il était dans les 4 encore, et là il est 2e, donc voilà, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de résultat, ça c'est vrai. Maintenant tu t'emmerdes quand tu regardes la Juve, mais bon, et encore, ça dépend, des fois c'est un peu mieux, bon c'est pas génial, mais voilà. Je pense que c'est la fin d'Allegri et ce serait bien. Après, est-ce qu'ils vont avoir vraiment le courage pour passer sur un Motta ou un truc comme ça je sais pas. Ou alors carrément un Zidane, va savoir. Donc voilà. Il y a une citation là dans les commentaires. Cristiano Giuntoli, donc qui est le directeur sportif, le nouveau directeur sportif de la Juve, qui est parti du Napoli la saison dernière, qui déclare à Sky: nous sommes contents de travailler avec Allegri. Il a démontré être un grand entraîneur et il continue à le faire. Il a encore 1 année et demie de contrat. À la fin de la saison, on aura le temps pour parler d'un éventuel futur ensemble. Oh putain, s'ils font ça, je pense que c'est une des erreurs stratégiques les pires que la Juve aurait pu faire, en fait, de continuer avec Allegri. Donc, je pense aussi que Giuntoli veut pas flinguer la saison à dire ah oui, de toute façon, c'est bon, l'autre on le dégage à la fin de saison. Il peut pas dire ça. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'effectivement, il va pas continuer avec Allegri. Enfin, j'espère pas, parce que ce serait stratégiquement vraiment naze. Mais merci pour la déclaration. On veut la vraie Ligue des Champions. C'est gentil. Oui, donc effectivement, voilà, en tous les cas, le Inter-Roma était un super match. L'Inter a tapé du poing sur la table. Ce soir, effectivement, la Juve peut revenir un petit peu, sachant que donc il y a toujours un Inter-Atalanta qui est en match en retard, dû au match de Super Coupe d'Italie. Donc l'Atalanta qui revient vraiment comme un boulet de canon, l'Inter qui est bouillante en ce moment. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je dois vous avouer que moi, personnellement, un match nul m'arrangerait, mais bon, après, c'est pas très grave. on prend ce qui se passe. Si l'Atalanta perd, c'est bien, parce qu'on est encore plus tranquille pour la 3e place. Si l'Inter perd, c'est bien, parce qu'on revient sur l'Inter. Bon, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Thuram m'étonne de plus en plus. J'étais ultra sceptique à le voir aller à l'Inter. Il peut prétendre à une place à l'Euro s'il continue comme ça. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et surtout le truc qui est intéressant, c'est que Thuram, il a fait un choix sportif. Alors Milan lui offrait un petit peu moins comme prime à la signature, je crois, mais le salaire c'est sensiblement le même en gros. C'était pas insurmontable pour Milan le salaire que Thuram demandait, même si c'est un salaire très élevé, c'était dans les 5 ou 6 millions. Donc voilà, enfin c'est très élevé pour Milan, mais en l'occurrence à Milan, le 4-2-3-1 l'a un peu effrayé, parce que c'est pas du tout un joueur qui performe lorsqu'il joue tout seul en attaque. De temps en temps, au Borussia Mönchengladbach, il a dû jouer tout seul, et quand il a joué tout seul, ça s'est toujours mal passé. Donc c'est pour ça qu'il voulait jouer dans un système où il avait 2 attaquants. Et c'est vraiment une très 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 bonne, un très bon choix, on va dire stratégique, quant à sa carrière, de signer à l'Inter, parce que en plus il joue avec probablement à l'heure actuelle, je pense, pour moi en tous les cas, le meilleur ou le numéro 1 bis en numéro 9 à travers la planète. En ce moment, il est injouable, Lautaro Martinez. Alors, est-ce qu'on peut le comparer à Erling Haaland ? Bon, pour moi, c'est soit Lautaro qui est meilleur que Erling Haaland, parce que je trouve qu'il
pèse beaucoup plus sur le jeu, en plus d'être un buteur ultra décisif. Et Haaland peut être à son niveau, mais c'est tout ce que... Voilà, pour moi, il est pas au-dessus, Erling Haaland, surtout pas sur cette saison où il a été blessé, pas le plus clair de la saison, mais quasi. Donc voilà. Donc effectivement, voilà, c'était une super décision stratégique de Thuram de signer à l'Inter, enfin en tous les cas dans un système de jeu en 3-5-2, et de toujours être accompagné d'un attaquant. Hein. Franchement, la connivence qu'il y a entre Lautaro Martinez et Thuram, c'est fantastique. Hein. Donc non, franchement, très très bien. Il vaut mieux avoir Titu à l'Euro Thuram que Dembélé. Oui, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que... Alors, bon, Didier Deschamps joue des fois en 3-5-2, mais bon, ça nous a pas trop réussi. C'est à l'Euro, en tous les cas, ça nous a pas réussi. Donc, je pense... Je sais pas trop comment est-ce qu'il va jouer, mais à droite, Thuram, il est pas vraiment... C'est pas vraiment un ailier, donc je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'ils veulent l'intégrer, on verra bien. D'ailleurs, gros tirage à la Notion League. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien, il va y avoir un France-Italie, ça va être sympa. On veut l'Amérique des champions qui nous dit, d'ailleurs Taremi, il y a eu le Here We Go hier effectivement, absolument, Fabrizio Romano, où aujourd'hui, pour lui à l'Inter, super recrue pour l'Inter, bon, avec Thuram, Arnautovic, Lautaro Martinez, et maintenant Taremi, ça fait un peu embouteillage en attaque. Oui, mais ça veut peut-être aussi dire qu'il y a un big qui va s'en aller, ou que Arnautovic va dégager, parce que bon, on est bien d'accord que Arnautovic est quand même plutôt une blague, donc et puis on a oublié aussi comment il s'appelle, Alexis Sanchez, qui pareil fait une saison absolument fantomatique, hein. Donc je pense que on va dire que peut-être de toute façon quand tu joues en 3-5-2 il te faut 4 attaquants. Il te faut 4 attaquants pour pouvoir faire de la rotation, parce que si tu as 2 attaquants, il t'en faut 4. Donc effectivement, je pense que soit Alexis Sanchez, c'est peut-être pour remplacer Alexis Sanchez qui va probablement dégager, parce que je crois que c'est un one shot, hein. Je crois que c'est une année, hein, son contrat, un truc dans le genre, enfin c'est voilà. Et soit Arnautovic peut-être, mais bon, je pense pas qu'Alexis Sanchez reste, ça m'étonnerait. Donc je pense plutôt qu'ils vont garder Arnautovic, Martinez, Thuram et Taremi l'année prochaine. Et là, c'est encore, il se renforce encore, et puis c'est encore un paramètre zéro. Hein. Il est en fin de contrat avec le FC Porto. Hein. Donc franchement, Marotta, je le dis, je le redis, je le redis, Marotta, c'est le meilleur directeur sportif du monde, et ça, il n'y a pas photo. Le mec a toujours un coup d'avance, il fait toujours des recrutements intelligents, c'est très très rare qu'il se rate. Non, honnêtement, c'est... Ouais, Zelinski aussi. Ouais, c'est-à-dire que l'Inter, voilà, c'est typiquement ce que fait pas, par exemple, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en fait, ils anticipent tout. Je pense d'ailleurs que Zelinski, s'il a été recruté, c'est que Barella s'en va. À mon avis, en fait, l'Inter est vraiment en galère et je pense que Barella va s'en aller. Ils vont vendre. Ils récupèrent Zelinski gratuit, encore une fois. Alors, toujours une prime à la signature de 5-6 millions d'euros. Mais bon, tu récupères un joueur comme Zelinski pour 5 millions d'euros. Excuse-moi, mais c'est plutôt pas mal. Qui a 30 ans, qui est en pleine force de l'âge, qui a de l'expérience, etc. Donc tu renforces encore ton équipe, enfin en tous les cas tu l'affaiblis pas, et tu peux vendre un big du style, et je pense que ce sera Barella, je pense que c'est lui qui a la plus grosse valeur marchande, et si tu fais un Çalhanoğlu, Zelinski, Mkhitaryan, c'est pas mal en fait, hein, au milieu de terrain, c'est bien, donc voilà. Bref. Comme avoir pris Sommer, c'était un excellent choix. Ah non, mais de toute façon, Marotta, qu'est-ce qu'il a raté objectivement? Même se débarrasser de... Comment il s'appelle j'ai perdu son nom. Le défenseur central de l'Inter qui est parti au Paris Saint-Germain. C'était un bon move, en fait. Enfin, tout est un bon move, en fait. Même recruter Acerbi, c'était un bon move. Bref, tout est... Oui, et puis il y a Fratesi aussi, mais tout à fait, Pipovici, t'as raison. Parce qu'en fait, en vrai, la relève, elle est déjà là, tu vois. Si tu mets Fratesi, Zelinski, Çalhanoğlu, le milieu, tu vois, ça peut être pas mal. Parce que là, Fratesi, il est en train un peu d'apprendre le système, de s'endurcir. Pour l'instant, il joue pas. Il remplacera tranquillement Barella, et franchement je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et Skriniar, voilà, absolument. Skriniar qui s'est barré au Paris Saint-Germain, c'est pas un problème en fait, hein, de pas l'avoir fait re-signer pour un salaire stratosphérique. Ils l'ont remplacé tranquille. Regarde Pavard encore. Pavard, super recrue, mais le mec est trop fort. Enfin, quand tu le fais jouer défenseur central, déjà il est bon, quoi. La seule bêtise de l'Inter est d'avoir laissé Singo partir en Serie A.
partir de Serie A en France. Oui, c'est vrai. Bon, après, je l'ai vu en Coupe d'Afrique des Nations, là, Tingo, c'est quand même pas non plus... Enfin, il a de l'impact, tu vois. Mais bon, avec le ballon, c'est quand même pas une star. Je préfère Dumfries encore, hein, quand même. Hein. Même si, bon, Dumfries, voilà quoi. Darmian, en ce moment, fait une super saison à l'Inter. Bon, bref. En tous les cas, l'Inter, super move. On va passer à l'autre choc de Serie A qui avait lieu le lendemain. Effectivement, c'était donc Milan-Napoli. Donc c'est un choc qui a accouché plutôt d'une souris. Hein. Honnêtement, c'était pas foufou. Milan a pas été génial, mais bon, comme le Napoli est dans cet état-là, là, bah en fait, avec un entraîneur qui est pas au niveau, on va dire, plus des joueurs qui ont perdu leur niveau, sans Osimhen qui jouait la finale de la CAN. Donc c'est vrai que c'était un Napoli un peu, on va dire, handicapé, surtout qu'il a tenté un coup, hein, ils ont commencé à jouer en 3-5-2, enfin en 5-3-2 même, en l'occurrence, et puis finalement, bah, ils sont revenus sur un 4-3-3, il a refait rentrer Politano, et ils sont repassés sur un 4-3-3, mais personne n'est à son niveau, et toi tu parles de Kvara, Pipovici, peut-être il va se barrer ou pas, mais ça change pas que Kvaratskhelia, depuis qu'il a croisé la route, et ça c'est vrai, hein, enfin, je rigole en disant ça, hein, mais depuis qu'il a croisé la route de Calabria en quart de finale de Champions League, et puis en championnat, donc à cette même période l'année dernière, il n'existe plus. Honnêtement, Kvaratskhelia, c'est stérile fois 1000 en fait depuis ce moment-là en fait. Il était incroyable sur le début de saison jusqu'au mois de mars. Ils ont croisé Milan, merci, bonne journée, salut, les 3 matchs en 2 semaines là que Milan gagne à peu près tous. D'ailleurs, ils leur mettent 4-0 à la maison, etc. et ils gagnent sur l'ensemble des 2 matchs en Ligue des Champions. En fait, Kvaratskhelia, il s'est désactivé. Terminé. Alors oui, de temps en temps, il fait un bon dribble ou un truc comme ça, mais derrière, il n'y a rien d'efficace, ou très peu. Alors, contre des petites équipes, hein, oui, ok, il est décisif hein, quand il rencontre le Genoa ou Monza ou des trucs comme ça. Mais quand il rencontre les gros, il se passe rien. Donc voilà. Osimhen, Chelsea. Ouais, écoute, ce serait un super mauvais choix, bien sûr, hein, parce que Chelsea est ce qu'il est en ce moment. Il y a 200 milliards de joueurs, ils sont 11e du championnat ou 9e, on veut la vraie Ligue des Champions pour nous le dire exactement. Ils arrêtent pas de perdre, enfin là en l'occurrence ils jouent ce soir, donc je sais pas s'ils vont perdre ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même, enfin partir à Chelsea à l'heure actuelle, quand t'es un joueur comme Osimhen, qui est un joueur quand même très 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 haut niveau, tu vois, enfin je veux dire c'est débile, par ailleurs quoi, donc voilà. Çalhanoğlu des nouvelles, Calabria pardon, Calabria des nouvelles, oui, donc c'est un gros hématome à un des muscles de la cuisse, de l'aine. Et ils disent qu'il sera de toute façon pas là pour Rennes, ni pour le match contre Monza ce week-end, et ils referont des tests lundi prochain pour savoir s'il pourra être là pour, par exemple, le match retour contre Rennes. Donc voilà. Donc on verra. D'ailleurs, Chelsea fait nul en ce moment à Crystal Palace. Ouais, c'est ça que je regardais, ils sont à 0-0 pour l'instant. Il a rien fait à la CAN. Ah si, quand même. Hein. Osimhen, en fait, il a pas marqué. Alors, je sais pas si vous avez regardé les matchs de la CAN. Moi, j'avais le temps, donc je l'ai fait. Et même si je suis pas fan du football international, vous le savez, mais cette CAN-là était un peu marrante. Enfin, pas techniquement, mais en tous les cas dans les rebondissements et tout, elle était un petit peu plus ouverte que d'habitude. Donc bref, j'ai regardé certains matchs et en fait, Osimhen a été, il n'a pas marqué à proprement parler, mais en revanche, il a fait énormément de travail. Mais c'était incroyable le nombre de passes décisives, de pressing qui crée des erreurs, de déviation de la tête, etc. Non, franchement, il a fait une très bonne CAN, vraiment. Alors bon, pas hier soir en particulier. Alors j'ai pas regardé le match parce que, enfin, je zappais de temps en temps, mais il y avait Milan-Naples, hein, donc il y a des priorités quand même, faut pas déconner. Mais effectivement, il a pas fait grand-chose hier. Mais l'ensemble de la CAN est très bonne de Osimhen, vraiment très bonne. Donc voilà, mais pas en statistique. Donc, mais sur le terrain, très très bon. Bref. Donc voilà, donc bon, Milan, oui, sur une action un peu exceptionnelle de TAO, parce que Milan n'a pas eu non plus énormément d'occasions, hein, faut bien le dire. Voilà, c'était pas un super match, enfin voilà. Milan a fait ce qu'il avait à faire, les défenseurs centraux, ont galéré, voilà. Kier, c'était quand même assez léger.
Et puis après, quand c'était Florenzi, Kvaratskhelia, dès qu'il touchait la balle, il me faisait flipper, hein, vraiment. Donc bon, bref. Ouais, Gabia, il y a des gens qui disent qu'il s'est transformé en Nesta. Bon, faut quand même pas déconner, mais c'est vrai qu'en tous les cas, il dégage plus de sérénité qu'avant. Donc voilà. Et surtout, il y a un truc, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais Reinders était absent. Et en fait, Reinders, c'était la première fois de la saison, toute compétition confondue, qu'il était absent. Il était suspendu pour 5 cartons jaunes, hein, vous savez, la suspension automatique, là. Et c'est la première fois. Donc, et on voit qu'au milieu de terrain, ça tourne beaucoup moins. Ils avaient mis Adli, Benasser et Loftus-Cheek, et en fait il y a moins de liant. Reinders fait ce liant, en fait, comble beaucoup les trucs. Pourquoi ? Parce que, alors, je pense que si Benasser était à 100%, il pourrait faire le travail de Reinders, et je pense que l'association Loftus-Cheek, Benasser, Reinders est la meilleure qu'on puisse faire au Milan, en l'occurrence, et il se trouve que bon, voilà, peut-être que le problème c'est que Benasser est pas encore au niveau. Physiquement, on le voit, il est court, à la 60e il avait des crampes, enfin bref, c'est pas encore le Benasser qu'on connaît, qu'on a vu la saison dernière par exemple en Ligue des Champions, et la saison d'avant pour le titre, qui est une araignée quoi. Donc voilà. Bref, en tous les cas, c'était pas un super match, mais Milan a pris 3 points, est revenu à un point de la Juve. A priori, la Juve est en train de perdre, mais bon, vous savez bien, cette Juve-là, cette année, il gagne beaucoup de points sur les fins de match. Donc, puis c'est l'Udinese, donc l'Udinese fait toujours des bons matchs, mais se fait toujours rattraper. Ils ouvrent très souvent le score, hein, l'Udinese, ils se font tout le temps rattraper. donc voilà, bon bref, on verra. Voilà pour l'Italie. Passons un petit peu à l'Allemagne. Bah justement, voilà, absolument. Pipovici, t'as tout à fait raison. Et un mot pour Harry Kane. Voilà. Et ben justement, passons à l'Allemagne. Il y avait un extraordinaire Bayer Leverkusen, Bayern Munich. D'ailleurs, je vous partage quelque chose parce que j'ai fait des recherches. Alors, j'ai peut-être là, vous allez peut-être vous dire, bah le mec, il a découvert l'Amérique en 2024. C'est possible, mais je vous partage quand même. Je m'interrogeais sur tous ces clubs en Allemagne qui avaient des numéros après leur nom, d'accord ? Bayer 04, Mayence 05, Schalke 04, enfin 04, etc., etc. Il y a plein de clubs en Allemagne qui ont des chiffres après. Et d'ailleurs, il y a aussi des clubs qui ont des chiffres avant. Souvent, par exemple, Mayence, en l'occurrence, c'est le 1.FC Mayence 05. C'est ça le nom du club. Donc, je vais me permettre de vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous le savez déjà, et si c'est le cas, eh ben, désolé, vous aurez perdu 2 minutes de votre vie. Et si vous le savez pas, bah, au moins, comme ça, vous pourrez vous la péter dans vos dîners en ville. Donc, en gros, le chiffre du début, 1.FC Mayence, par exemple, il y a quelques clubs hein, comme ça, style le Hertha Berlin aussi, par exemple, et comme ça, ça veut dire que c'est le premier club qui a été créé à Berlin ou à Mayence. Pourquoi ? Parce qu'il y en a eu 2. Donc voilà. Donc quand il y a un point quelque chose, ça veut dire que dans la ville, il y a eu 2 clubs et que bah, celui qui est à 1, bah, c'était le premier. Donc voilà. Donc ça peut arriver. Il y a certains clubs, c'est pas obligatoire. Hein. Par exemple, si on prend par exemple le Bayern Munich et Mönchengladbach, bon, bah ou le Munich 1860, aucun des 3 clubs n'a un chiffre devant leur nom. Donc c'est pas obligatoire. A priori, il y en a bien un qui était le premier. A priori, ça devait être Munich 1860. Si 1860, c'est la date de naissance. Donc voilà, je pense pas parce que le football n'était pas inventé à cette époque-là, mais bon, quand même. Donc voilà. Et le chiffre qui est après, c'est la date de création. Donc, Mayence 05, Schalke 04, enfin 04. Bah, par exemple, le BVB, c'est 09, hein, Borussia Dortmund, c'est 09 derrière. C'est la date de création du club. Donc, 1909 pour le Borussia Dortmund, 1905 pour le FC Mayence, 1904 pour le Schalke 04, et 1904 aussi pour le Bayer Leverkusen. Voilà, c'était le moment information footballistique. Voilà, je me suis renseigné parce que je comprenais pas tous ces chiffres. Voilà. Incroyable match Bayer Leverkusen versus Bayern Munich, nous dit on veut la Ligue des Champions. Je me suis régalé, absolument. C'était un match fantastique, mais c'était un match fantastique du Bayer Leverkusen en fait. Parce que finalement, le Bayern s'est fait manger. Alors, je vais peut-être un peu loin, mais honnêtement, ils se sont fait rouler dessus. Ils ont pas d'occasion vraiment franche, en fait. Hein. C'est pas non plus fou. C'est pas comme si ils prennent 3-0 et il y aurait dû y avoir 3-2 ou 3-3. Pas du tout, en fait. Ils prennent 3-0 et ils prennent 3-0, en fait.
C'est incroyable. Ils se sont fait rouler dessus. Et effectivement, cette espèce de malédiction absolue du chat noir intégral qu'est Harry Kane est complètement folle. Ils se sont déjà fait sortir de la Coupe d'Allemagne tout au début de la campagne. Et là, après 11 ans de victoires d'affilée, ils vont peut-être réussir à pas gagner le championnat l'année où Harry Kane arrive et marque, il va terminer probablement à 30 buts ou 35 buts sa saison. Donc c'est ça qui est fou, quoi. C'est incroyable. Ils ont 5 points d'avance. Et ces 5 points d'avance, étant donné que depuis le début de saison, ils ont fait 0 défaite, ça va vraiment être très très compliqué pour le Bayern de revenir. Hein. Même s'ils ont beaucoup plus d'expérience. 5 points d'avance, ils l'ont déjà fait sur le Borussia Dortmund, sur des équipes comme ça. Ils l'ont déjà fait. Mais ce Bayern-là, ils ont l'air solides, hein, et ils ont des nerfs, hein, parce que là, tous les derniers résultats, ils vont les chercher dans les dernières minutes, et ils rencontrent le grand méchant loup, et ils l'éclatent. Donc franchement, parce que là, c'est pas dans les dernières minutes, hein, ils leur roulent dessus. Donc vraiment extraordinaire. On peut rajouter d'ailleurs aussi les chats noirs de Tottenham. Oui, c'est vrai, effectivement, t'as raison. C'est vrai que les mecs, ils sont fous. Ils ont recruté 2 joueurs de Tottenham la même saison. Je pense que là, ils ont défié un petit peu les esprits et c'était une mauvaise idée. C'était vraiment une mauvaise idée. Donc bon, en tous les cas, c'était un super match. L'équipe de Xabi Alonso était, impressionnante. Et moi, j'ai été surtout impressionné par leur sérénité, la maîtrise qu'ils ont sur le jeu, le dynamisme et tout. Honnêtement, c'est incroyable. Donc voilà. Après, le 3e but est un peu anecdotique. Et j'ai l'impression d'ailleurs que Leroy Sané peut avoir la balle, en fait. Je sais pas pourquoi il plonge pas pour essayer de la sortir. On dirait, il se dit, de toute façon, bon, c'est fini. Ils marquent 3, ils en marquent 2, c'est pareil, quoi. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il peut continuer à courir et couper la frappe de Frimpong, en fait. Mais bon, moi, je sais pas si vous avez vu le match, mais Frimpong, en fait, il n'y a plus le goal. Enfin, Neuer est monté sur un corner. Et donc voilà, il y a un contre, il envoie un contre 1 à droite. Et puis à un moment, il se décale un peu et il frappe direct. Et Sané est dans l'axe et je pense qu'il peut l'avoir. Mais bon, bref. Après une démonstration pareille, par contre, dur pour les Leverkusen de garder Wirtz et Xabi Alonso. Non, mais c'est pas le cas, ils vont pas le faire et ils sont pas destinés à le faire en fait. Les Leverkusen, c'est les Leverkusen et c'est pas, voilà, ils doivent être dans les 5-6 premiers chaque année de la Bundesliga, mais gagner le championnat, ça doit arriver une fois tous les 5-10 ans, pas plus, tu vois. Et ils doivent pas garder des joueurs comme Wirtz et un entraîneur comme Xabi Alonso. Finalement, c'est pas un problème, moi, je trouve. Tu sais, c'est un peu on va dire le Lille de la Ligue 1. C'est un club qui peut faire un coup de temps en temps, mais ils sont pas destinés à avoir des top entraîneurs et des top joueurs. Ou une saison, quoi. Et puis ensuite, ils les vendent. Donc voilà. Non, moi, ça me surprend pas, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Et puis surtout, ils ont de l'argent, hein. C'est pas parce qu'ils vendent Wirtz et Xabi Alonso qu'ils vont avoir une équipe pourrie l'année prochaine. Hein. Attention, hein, si la direction technique reste, c'est pas mal. Oui, c'est comme Bologne qui va se faire dépouiller, absolument. Mais Bologne, c'est peut-être encore pire, parce que le Bayer Leverkusen, ils ont quand même une très grosse assise financière entre, bien sûr, la société Bayer, mais aussi l'affluence au stade, etc. Enfin, c'est Leverkusen, c'est pas une petite ville. Donc voilà. Et en même temps, Bologne, c'est pas pareil quand même. C'est quand même un club beaucoup plus petit que le Bayer Leverkusen. Donc eux, c'est limite même encore plus surprenant qu'ils en soient là, tu vois. Même si Bologne n'est pas une petite ville en Italie, mais le club, traditionnellement, n'est pas un club qui joue l'Europe chaque année, quoi. Donc voilà, et même dans les années 90, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est un peu... Autant, tu sais, tu peux te dire la Samp, voilà, finale de Ligue des Champions, gagner le championnat, beaucoup de coupes, un club historique, etc. Bon, mais Bologne, bon, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc voilà. Et puis surtout Gênes, entre Gênes et Bologne, c'est pas les mêmes villes quand même. Donc voilà. On parlait mercato de l'Inter, avoir pris Grimaldo et Xhaka, quel choix judicieux du Bayern. Alors absolument, Grimaldo surtout. Oh là là. Alors Xhaka, honnêtement, il fait une très très bonne saison. Hein. C'est incroyable, hein, entre la saison de l'année dernière avec Arsenal et cette saison-là. Honnêtement, on a découvert un joueur. Hein. Et enfin, découvert. On le connaissait, mais
il s'est stabilisé, il est mature maintenant, c'est très rare qu'il pète les plombs comme avant là. Donc non, franchement très très bien. Et Grimaldo, quel talent, la frappe encore qu'il met là dans la lucarne, mais c'est incroyable, il a un pied gauche qui est magique lui. Franchement, Théo a été pour moi très longtemps le meilleur latéral gauche du monde. Je pense que Grimaldo là, il commence à le dépasser, hein. Honnêtement, c'est impressionnant. Donc voilà. Et Pioli, plus il est critiqué, annoncé sur le départ, et le mec, il perd plus un match. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut lui rendre absolument honneur. Là, ils ont marqué 52 points en 24 journées. C'est la deuxième fois dans l'histoire du Milan que ça arrive, après 2003-2004, et un truc comme, je sais plus, je crois que c'est dans les années 90. Donc c'est incroyable, en fait. C'est juste que devant, il y a des équipes qui performent de façon incroyable aussi. Donc voilà, il fait quelque chose d'extraordinaire, il a gagné un titre avec une équipe. Enfin, encore maintenant, hein, je ne vais pas m'étendre sur Pioli, mais encore maintenant, on me dit, voilà, tu as cette équipe Mehdi, tu dois gagner le championnat, je te dis, c'est impossible. Impossible. Déjà, si on est européen, c'est déjà un miracle. Je veux dire, on avait des gars comme Salemackers qui jouaient dans notre équipe. Enfin, je sais pas, Messias, des trucs comme ça, tu vois. Tu te dis, mais là, c'est pas possible, en fait. On peut pas gagner un titre avec ça. Pourtant, il l'a fait. L'année dernière, on va en demi-finale de Ligue des Champions, avec, encore une fois, Messias et Salemackers. Et deux joueurs qui sont à peu près au-dessus du lot, quoi. En gros, hein, t'as Léao et Théo. Tout le reste, c'est du moyen-as. Hein. C'est moyen. On n'a pas de joueurs de très haut niveau. Benasser est pas mauvais, on va dire. Si on prend l'équipe de l'année dernière, Benasser est pas mauvais. Ok, bon, voilà. En défense, c'est un coup Tomori il est on, un coup il est off. Thio, c'est la même chose. Calabria, je l'adore, je l'aime d'amour, mais bon, c'est quand même pas non plus. C'est pas Maldini, hein, on en est très très loin. Ok, on a un super goal, c'est vrai. On a un super goal, un super latéral gauche et un super ailier gauche. Mais après le reste, même Giroud, j'adore Giroud, mais enfin bon, c'est pas non plus ouf, quoi. C'est Giroud, quoi. Je veux dire, il est très bon, mais il va te marquer 11 buts dans la saison, quoi. 12 buts dans la saison. Bon, bah, c'est quand même pas Erling Haaland, on est bien d'accord. On fait demi-finale de Ligue des Champions, quoi. Et l'année précédente, on est champion de Serie A devant l'Inter, de Lautaro Martinez, etc. et toutes les autres équipes qui étaient complètement folles à ce moment-là en Serie A. Non, franchement, Pioli, c'est un miracle. C'est un miracle ce qu'il fait avec ses joueurs. C'est un génie. Honnêtement, c'est un génie. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point il est bon, en fait. Il est incroyable. Et là, cette année, on l'a critiqué. Le mec a eu 30, je dis bien 30, hein, 30 blessures musculaires en 4 mois. Il avait la moitié de son équipe en permanence titulaire, en permanence à l'infirmerie. Et il arrive quand même, ok, alors d'accord, on se fait sortir à la dernière journée de la Ligue des Champions. Et on aurait très très bien pu passer. Hein. Franchement, ça s'est joué à un but. Donc voilà. Il arrive à les qualifier pour l'Europa League. On est 3e du championnat, très très loin devant le 4e, et là on est en train de revenir sur le 2e. Ok, on s'est fait sortir par l'Atalanta. Eh ben ça arrive en Coupe Milan, c'est pas une équipe de Coupe d'Italie. On n'y peut rien, c'est comme ça a jamais été le cas. Une fois de temps en temps, on en gagne une. La dernière fois, c'était il y a 20 ans ou 25 ans. Eh ben c'est comme ça, c'est tout. On n'est pas une équipe de Coupe d'Italie. En plus, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Et là, on va jouer l'Europe et avec une chance de lutter pour un titre européen qui est l'Europa League. En plus, l'Europa League, c'est une super coupe d'Europe. Non, c'est un génie. Voilà, moi je le dis, je l'aime, c'est un génie. Et s'il reste une année de plus, c'est pas du tout un problème pour moi. Et je préférerais largement Pioli que Conte. Mais alors, largement. Conte, c'est une arnaque, ce gars-là. Donc voilà. Si tu veux me donner un vrai coach, tu me donnes Thiago Motta, De Zerbi, ok, avec plaisir. Les autres, j'en veux pas. Voilà. Excusez-moi, je me suis emporté, mais Pioli, j'en ai marre qu'on dise que c'est une pipe. C'est pas du tout une pipe, c'est un génie, le mec. Il fait des choses extraordinaires avec des joueurs moyens. Donc, non, franchement, et il développe les jeunes comme jamais, en fait. Donc voilà. Regarde ce qu'il a fait d'Adli. Les gens ils disent ah ouais ils l'ont pas fait jouer avant, mais il était nul avant. Il l'a fabriqué en fait. Donc voilà, il est pas génial maintenant, mais au moins quand t'as un blessé, quand il rentre, tu te dis pas putain c'est vraiment le pire tocard que j'ai jamais vu quoi. Tu te dis oh ok ça va, on peut faire quelque chose avec lui. Donc voilà, tous les joueurs là qui sont des stars que tout le monde veut nous recruter et tout, ils n'existaient pas avant Pioli, hein. Ils n'existaient pas, à part Maignan. Ok, donc voilà. Non bon bref. Et bien sûr Giroud. Mais il existait à son niveau, quoi.
Je vais revenir à nos moutons. En tous les cas, ce Bayern Munich était incroyable. Tuchel a pris un sacré coup sur la casquette, sachant que voilà, il y a Mourinho qui tourne un petit peu autour du Bayern Munich en ce moment. Donc apparemment, il apprend l'allemand, hein, donc faut qu'il fasse quand même attention, Tuchel. Et puis Xavi Alonso confirme, son équipe confirme, franchement, super joueur. C'est vraiment top de les voir jouer, c'est vraiment agréable, c'est top. Donc voilà, et je pense qu'ils ont pris une bonne option. Maintenant, les sprints finaux avec le Bayern aux trousses, attention parce que le Bayern il est habitué. Hein. Donc ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner, mais ça me ferait marrer pour Harry Kane quand même. donc voilà. Alors, joueur moyen et façonner des jeunes, faut qu'ils viennent à Marseille. Alors, mais grave, mais Pioli c'est un génie. Hein. Tu sais quand les gens ils disaient pour la suite de Jürgen Klopp sur X, il y a un gars qui a dit, enfin c'était un insight de Liverpool, qui disait Liverpool pour la suite de Jürgen Klopp cherche un entraîneur qui a l'habitude de surperformer avec ses effectifs. Donc voilà. Et moi j'ai répondu direct, j'ai dit donc ce sera Pioli qui sera le futur entraîneur de Liverpool. Ça peut pas être quelqu'un d'autre en fait. Ces 5 dernières saisons, personne n'a plus surperformé avec son effectif que Pioli avec l'AC Milan. C'est clair. Le jour où Pioli s'en va, je pense que je vais pleurer en tant que supporter de l'AC Milan parce que tout d'un coup, on va se rendre compte qu'en fait, sans Pioli, c'est pas des super joueurs en fait. On a beaucoup de joueurs moyens. Et je pense que ça va faire mal. Donc voilà. Mais bon, je pense que Pioli est l'entraîneur qui surperforme le plus avec son effectif. Très clairement, en Europe, il n'y a pas au-dessus. Alors bon, cette année, il y a Gijón, mais Gijón, ils vont pas en demi-finale de Ligue des Champions et ils seront peut-être pas champions d'Espagne. En tous les cas, c'est mal barré. D'ailleurs, on va en parler juste après. Tu vas me dire qu'il y a le Bayer Leverkusen. Attention, le Bayer Leverkusen, ils ont un Florian Wirtz, ils ont des joueurs, hein, ils ont des Frimpong, des Boniface, etc. C'est pas la même chose. Xhaka, par exemple, c'est quelqu'un de très confirmé. Grimaldo, ils sont allés le chercher au Benfica. C'est des joueurs qui valent de l'argent, qui valent beaucoup d'argent à la base, en fait. Donc moi je trouve que Xavi fait quelque chose d'excellent avec, Alonso fait quelque chose d'excellent, mais il surperforme moins que Pioli avec ses Messias et ses Selemakers, hein, je te le dis, hein, c'est sûr. Donc voilà. Je suis un total défenseur de Pioli aussi, on est d'accord, je supporte pas les critiques sur lui. Alors, de temps en temps, il se plante. Bon, voilà, il n'y a pas de problème de le critiquer, mais en général, il fait des miracles, Mourinho au Bayern avec les dirigeants du Bayern, la combo serait explosif. Netflix fait direct un docu dessus, c'est clair. Mais si c'est Mourinho à Naples, là, ce serait aussi spectaculaire. Franchement, Mourinho-Naples, Mourinho-Bayern, je signe pour les 2 séries. Les 2 séries seront extraordinaires. Donc voilà. Bon, passons un petit peu à l'Espagne, parce que donc le Real rencontrait Gijón, qui est un petit peu le village, alors pas gaulois, mais en l'occurrence le village catalan qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc voilà, dans cette Liga. Et le Real a remis les choses au clair, hein, très clairement, ils les ont atomisés. Ça a été c'était compliqué à voir, hein, parce qu'ils ont pris une vraie leçon de football. Bon, après, en même temps, tu peux t'en douter, mais cette équipe qui est ultra, je pense qu'ils ont été mangés par l'événement en fait, hein, parce que ils ont mal géré leurs émotions, je pense, parce que c'est une équipe qui d'habitude a beaucoup de spontanéité, qui joue sans se poser de questions, qui frappe il y a jamais la passe en trop et tout, ils se prennent pas la tête. Et là, en fait, tout était compliqué. Dès qu'ils avaient la balle, ils comprenaient pas, ils se compliquaient la vie, etc. Alors, ils le devaient aussi au Real, hein, qui avait un plan de jeu magnifique, qui les a contrés dans tous les domaines. Bref, ils les ont atomisés, ils leur ont mis une fessée cul nu tout rouge. Ça n'enlève rien à la prestation incroyable de Gijón sur l'ensemble de la saison, mais le Real probablement a signé un peu définitivement son contrat avec la Liga cette année, et ce sera leur Liga, ils vont la gagner, c'est comme ça. Le Barça est à des années-lumière, ils ont encore fait un match de l'espace hier. Contre l'avant-dernier de Liga, ils font 3-3 à Montjuïc à la maison. Bref, c'est lunaire ce qui se passe au Barça. Et d'ailleurs, on parle de Hansi Flick, hein, pour remplacer Xavi. Hein. Comme on avait dit ici dans Buenos Aires Calcio, le seul entraîneur qui serait vraiment
plausible, on va dire, pour le Barça, ce serait Hansi Flick, je pense, parce que Hansi Flick il peut se relancer au Barça. Tous les autres entraîneurs, bah bon, Mourinho est trop lié au Real maintenant, mais tous les autres entraîneurs en fait ont tout à perdre à aller signer au Barça. Il y a que Hansi Flick qui sort de deux déroutes, en gros, qui peut se relancer au Barça, mais c'est tout quoi. Donc voilà. On veut la vraie Ligue des Champions, le Real qui a encore perdu 2 joueurs, Rudiger avant et Jude après, bientôt plus de joueurs à l'infirmerie que dans le groupe, effectivement. Oui, Ancelotti est un génie aussi, t'as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement, Jude Bellingham, a priori, 2-3 semaines d'arrêt à cause d'une grosse entorse, donc ça veut dire pas de Ligue des Champions ni à l'aller ni au retour. Peut-être au retour, mais en tout cas pas le match aller. Bon. Normalement, le Real est au-dessus, mais effectivement, Jude, quand même, il est prégnant dans ce truc. Quand tu n'as pas Jude Bellingham comme milieu offensif numéro 9,5, enfin bref, tu sais pas trop, et que tu n'as que Joselu, c'est plus compliqué quand même. Hein. C'est pas la même chose. Mais bon, après Vinicius, il est là, en ce moment, il est à un niveau stratosphérique, et celui dont on parle, peut-être, à mon avis, pas assez, c'est Rodrigo. Rodrigo, il devient incroyable ce joueur, mais vraiment incroyable, honnêtement. Hein. C'est moi, il m'impressionne. C'est peut-être celui qui m'impressionne le plus au Real en ce moment, plus que Bellingham en fait. Hein. Rodrigo, je le trouve maintenant, mais c'est un joueur ultime ce gars-là. Hein. C'est waouh. Alors Vinicius est au-dessus, mais Rodrigo, tu peux pas dire à droite on est moins bon. Hein. Ah non, on n'est pas moins bon. Hein. Rodrigo, il est super chaud le mec, et il est peut-être plus intelligent dans le jeu que Vinicius encore. Donc voilà, mais moins décisif en 1 contre 1, mais alors il a une frappe, il fait tout bien, quoi. Honnêtement, moi je suis impressionné par Rodrigo. Mais bon. Et l'Atlético aussi qui s'est bien loupé hier en perdant à Séville. Ouais, effectivement, perdre à Séville en plus, franchement cette saison faut y aller, hein, faut avoir envie. Enfin, je veux dire, il y a peu d'équipes qui ont perdu à Séville. Hein. Donc voilà, Domenech qui peut se relancer au Barça, oui, ça ce serait bien. Moi j'adorerais, mais bon après... Est-ce que le Barça aura la clairvoyance de prendre Domenech ? Ça on verra. C'est pas sûr. Mais moi, j'adorerais ça. On veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit, en parlant des Brésiliens, le Brésil, double tenant du titre, battu par l'Argentine et donc pas au JO. D'ailleurs, le coach des jeunes Argentins, c'est Mascherano. Ouais, cool. Trop bien, Mascherano. C'est bien ça. Est-ce que tu penses qu'il a soigné son limbago que Kylian Mbappé lui a mis en 2018 ? C'est possible. Je sais pas. Salut Okotonujo, bienvenue. Forza Udinese, il arrive, il attaque direct. Il y a toujours un 0 ? Eh ouais, il y a toujours un 0. Hein. C'est fou. Et donc 1-0, alors j'ai passé sous silence ça parce que je pouvais pas dire dans la même soirée à On veut la vraie Ligue des Champions que Crystal Palace mène contre Chelsea et qu'en même temps l'Udinese mène contre la Juve au Juventus Stadium. Hein. Je pense que c'était un petit peu trop pour lui, donc je voulais pas le dire. Bon, résultat, je l'ai dit, mais voilà. Ils ont pris Bressway une fois déjà. Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, il était pas mauvais. Honnêtement, c'était bizarre comme recrutement, mais il était pas mauvais. Il était pas nul. Hein. Franchement, il était pas mauvais. Il était non, j'allais dire, il était mieux que ce qu'il y a à l'heure actuelle, mais non, c'est pas vrai. Lewandowski, même si là, cette saison, il est vraiment hors de forme. La saison dernière, il fait une saison énorme, Lewandowski. Donc voilà. Bref, donc oui, le Real tape vraiment très très fort sur la tête de la Liga, et je pense que la Liga est à eux. Hein, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Hein, ils ont remis Girone à leur place. Alors sauf blessure, hein, si ça continue, bon, il y a peut-être à un moment donné, effectivement, ça va être complexe. Mais ils ont quand même un banc qui est plutôt pas mal, hein, le Real comparé à il y a quelques temps. Donc voilà, plutôt bien. Pipovici, Okotonujo, je me suis endormi en regardant le match. Oui, sur ça, je veux bien le croire. Udinese, Juventus, d'Allegri, je pense effectivement qu'il y a quand même moyen que tu t'endormes. donc voilà. OM, Juve, Udinese, je l'avais noté dans le chat. OM, Juve, Chelsea, je suis bien moi. Ouais, c'est clair. Absolument. Le plus dommage pour eux, c'est d'avoir vendu Malcolm de Bordeaux, qui est un joueur exceptionnel. Ouais, je sais pas. Malcolm, c'est une énigme. Lui, il est où ? Il est en Russie, là où je sais pas où il est. Je sais pas ce qu'il fout. Oh non, il doit être en Arabie Saoudite, lui. Bref. Quoi, la CAN est finie ? Eh oui, la CAN est finie, absolument. D'ailleurs, passons vite fait à la Côte d'Ivoire, hein, qui a gagné sa CAN à la maison après une CAN absolument, mais incroyable. Enfin, quand je dis incroyable, c'est pas du tout au niveau
technique, hein, c'était pas terrible, très honnêtement. La Côte d'Ivoire, toute la compète a été compliquée, tout est heurté, il y a quasi jamais eu une action vraiment léchée où tu te dis ah pas mal, ça joue bien. Tout est à l'arrache.com. Mais ils sont allés la chercher avec Emers Faé après la démission de Jean-Louis Gasset, après le 4-0 reçu à la Guinée, grâce à la victoire du Maroc. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que hier, il y a Max-Alain Gradel qui a sorti un maillot du Maroc pour les remercier de les avoir aidés à se qualifier pour sortir de la poule. Parce que sans la victoire du Maroc, la Côte d'Ivoire n'aurait pas été dans les meilleurs troisièmes et ne serait pas passée. Et le Maroc n'avait rien à jouer dans le match, en l'occurrence le troisième match du groupe. Et ils ont quand même poussé pour aller gagner ce match-là, et ça a qualifié la Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment... En fait, en gros, effectivement, le Maroc se fait sortir en 8e, mais la Côte d'Ivoire est là grâce au Maroc. Donc bref, ils ont remercié quand même le Maroc. Et tout était arraché. Le pire, c'était la demi-finale. Enfin non, le pire, c'était pas la demi-finale. La demi-finale, encore, ça va, c'était un match très serré, très fermé et tout. Le pire, c'était le quart de finale. Quart de finale, 87e minute. T'es à 10 contre 11. T'es mené 1-0. Et tu réussis à égaliser et à passer en demi-finale, c'était n'importe quoi. Franchement, cette Côte d'Ivoire, après le quart, je me suis dit, mais en fait, en vrai, ils peuvent pas faire autrement que de la gagner parce que ils sont immortels en fait, c'est impossible. Donc voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a même pas de scandale d'arbitrage. Tu peux te dire ils ont eu un arbitrage maison et tout. Non, honnêtement, sur l'ensemble de la compète, il y a pas de scandale d'arbitrage. Honnêtement, c'est plutôt propre. Non, c'est vraiment, je sais pas, à un moment donné, ils sont rentrés dans la zone quoi et ils lâchaient rien. Donc voilà, et puis les événements tournaient dans leur sens aussi, hein, parce qu'il y a des buts qui arrivent, c'est des concours de circonstances, hein, c'est Jean-Claude Duss du but, hein, c'est sur un malentendu, ça peut marcher, hein, et ça marche. Donc voilà, bon, j'ai pas de génie, rien, mais ça marche, et puis bah la belle histoire, c'est bien sûr Haller qui, un an quasi jour pour jour, enfin un petit peu plus, après son cancer aux testicules, marque en demi-finale et les qualifie pour la finale, et marque le deuxième but qui leur fait remporter la finale. Donc franchement, magnifique. Ouais, comme tu dis, on veut la vraie Ligue des Champions. Haller, quelle histoire, c'est magnifique. Et la joie de Drogba, ouais, c'était ouf. Il a martyrisé son siège toute la compétition, c'était assez fou. Mais c'est vrai que non, franchement, et puis ça faisait plaisir à voir, hein, la joie qu'il y avait dans le stade des Ivoiriens et tout. C'était vraiment agréable ça. J'ai trouvé ça cool. Je sais pas comment. Alors toi, tu parles d'Ivoiriens à Paris qui ont gâché la fête. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler, j'avoue. Mais en l'occurrence, en revanche, je pense qu'à Abidjan, ça devait être pas mal. Là. Ça devait être pas mal le coup du marteau, etc. Ça devait être pas mal. Donc voilà. Du coup, l'Allemagne peut y croire à l'euro après. Bah bien sûr, c'est clair, bien entendu. Mais oui, c'est quand même assez fou. Félicitations à Jean-Louis Gasset, premier entraîneur à ne pas gagner le titre alors que son équipe l'a bien gagné. Ouais, bah, je pense que ça aussi c'est unique, hein, parce que donc je dis la Côte d'Ivoire comme le Portugal ou comme je sais pas la Grèce en 2004, mais encore la Grèce en 2004 il y avait une certaine maîtrise. La Côte d'Ivoire, le Portugal effectivement en 2016 fait 3 matchs nuls en poule, sort des poules comme troisième meilleur troisième pardon. Et en l'occurrence derrière enchaîne aussi encore les matchs nuls. Je crois qu'ils arrivent en finale, ils ont pas gagné un match. Et ils sortent à chaque fois au penalty ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que, je crois qu'en demi-finale ils gagnent le match quand même. Mais avant, je crois qu'ils font que des matchs nuls et ils s'en sortent à chaque fois au penalty. Et finalement, ils le gagnent. En gagnant cette fois-ci le match, hein, bien sûr, on s'en souvient, en prolongation, donc 1-0, et contre la France. Mais la Côte d'Ivoire, c'est encore pire que ça, quoi, parce que tu licencies ton sélectionneur en poule après un 4-0 contre la Guinée qui est une équipe, tu vois, dans le championnat, dans le continent africain, c'est un nain, quoi. C'est comme si tu te faisais taper par, je sais pas te dire l'Islande, tu vois, à l'Euro, 4-0. Tu vires ton sélectionneur et tu vas gagner l'Euro. C'est complètement dingue. Franchement, c'est dingue. Donc voilà. Je pense que ça ne se reproduira plus jamais. Emers Faé, je pense qu'il va rester sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Hein. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Mais lui, il a vécu un truc absolument incroyable. Tout le monde a vécu un truc absolument incroyable. Après, cette équipe n'était pas géniale. Hein. Honnêtement, il n'y avait pas vraiment de grands joueurs, excepté Franck Kessié qui s'est un peu transcendé sur la fin. Mais sinon, voilà. Et il y a un truc qu'on a vu
dans cette CAN et qui est importante, je pense, qui est important à mesurer, c'est tous les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. S'il y a des gens qui pensent que l'Arabie Saoudite c'est un bon niveau, tous les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite ont été nuls pendant cette CAN. Et en l'occurrence, je pensais à bien sûr Fofana. Qui n'a pas du tout retrouvé son niveau. Il y a que effectivement Franck Kessié qui a un peu sur les 2 derniers matchs retrouvé son niveau en demi-finale et en finale. Mais sinon, tu vois, les Riyad Mahrez, les Mané, qui c'est qu'il y avait encore, il y en avait plein, des grands joueurs africains qui jouent en Arabie Saoudite. Personne n'a été au niveau en fait, hein. Le niveau du championnat saoudien, oui t'as des bons attaquants mais t'as pas du tout de défenseurs, il n'y a aucun pressing, physiquement c'est à 2 à l'heure. Donc en fait le championnat à regarder est spectaculaire parce qu'en fait il y a énormément de très très bons attaquants. Généralement les milieux et la défense sont mauvaises. Et donc, il y a un niveau physique aussi qui est pas terrible, ce qui fait que même des joueurs de 39 ans comme Cristiano Ronaldo ou des joueurs un peu en fin de carrière comme Mané, comme Mahrez, etc., s'en sortent. Mais tu vois, c'est très compliqué en fait. Quand tu vas dans une vraie compétition, en fait, il y a pas grand monde quoi, qui s'en sort. Donc voilà. Ouais, c'est là où on voit un petit peu l'impact qu'a ce type de de championnat sur des joueurs de haut niveau quoi. Donc voilà. On va faire un petit tour dans les commentaires. Ça, on veut la Ligue des Champions. Ça faisait déjà 18 ans. Je crois qu'une équipe ne l'avait pas gagné chez elle. La dernière, c'était l'Égypte. Ah, c'est possible. Belle histoire, malgré la défaite du coach nigérien, car avant la compétition, ils voulaient le virer, mais ils l'ont gardé par manque d'argent pour le licencier. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, j'avais entendu ça. Effectivement, le président de la fédération a dit, mais si j'avais de l'argent, je le virerais. Mais il l'a pas, et bon, il fait finale, et puis il passe pas loin, il mène 1-0. Hein. Franchement, mener 1-0 dans une finale et pas la gagner, c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Alors là, pas d'accord. Fofana et Kessié, je les ai trouvés très bons. Non, Fofana. Alors Kessié, ok. Mais Fofana, moi je l'ai trouvé à court de jus physiquement en fait. Ça n'avait rien à voir avec le joueur que j'ai vu à Lens pendant 2 ou 3 saisons. Donc voilà. Okutonojo qui dit c'est niveau Ligue 1, non, parce que en fait, finalement, quand tu regardes bien, il y a quand même énormément de joueurs qui ont joué dans cette CAN qui étaient plutôt niveau Ligue 2 en fait. Tu vois, la RDC, si tu prends la RDC qui est arrivée en demi-finale, il y a énormément de joueurs de Ligue 2 dans leur équipe, tu vois. Ou de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite comme Bakambu ou des trucs comme ça, ou au Qatar. Et c'est ce qui fait que, non, c'est plutôt... Ouais, alors... Il y a la rage et on va dire la motivation nationale qui est très 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 vraiment très 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 forte en Afrique, mais en général quand même techniquement c'est pas terrible. Donc voilà, enfin là moi je parle de cette CAN qui était renversante, qui était en termes d'émotion sympa, mais techniquement pas terrible. Adingra, par contre, quelle CAN il a fait? Oui, c'est vrai, je suis d'accord, absolument. Adingra a fait une très bonne CAN. Non, mais il y avait deux trois bons joueurs qui étaient en Côte d'Ivoire, mais c'est pas des grands joueurs et c'était pas la majorité. Donc voilà. Et en général à la CAN, j'ai pas vu non plus une équipe où je me suis dit ouais ça joue quand même très très bien. Non. Techniquement, c'est pas terrible, mais elle était renversante cette CAN, c'est vrai. Elle était renversante, il y a eu des scénarios de dingue et tout, donc c'était cool. Et pas que pour la Côte d'Ivoire, en poule, il y a eu des matchs de l'espace. Franchement, c'était plutôt cool. Donc voilà. Bref, bravo la Côte d'Ivoire, ça fait plaisir de voir les Ivoiriens contents. Voilà. Ce qui m'a fait marrer, c'est quand même que donc on jouait dans le stade Alassane Ouattara, le président en vie, enfin, il a nommé le stade à son nom, tranquille. Voilà, il est en vie, on joue dans son stade. Voilà. C'est toujours drôle, c'est toujours cocasse. Donc voilà. Mais bon, bref. Voilà. Malheureusement, c'est l'Afrique. Enfin, ou heureusement, je sais pas. C'est rafraîchissant, mais en même temps, c'est un peu triste d'avoir des dirigeants un peu comme ça qui sont un peu on va dire qui ont un certain point de vue sur la liberté intellectuelle. Bref. Et on va terminer parce que quelle heure il est? Il est 22h et comme ça on va pouvoir aller regarder la fin de Juve Udinese, 56e minute, toujours 1-0. Et pareil pour Crystal Palace, sauf que là c'est la mi-temps. Bon, Saint-Étienne gagne 3-0 à 3. Voyons, c'est pas arrivé souvent je pense cette saison. Oui, donc le carton bleu. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais Cotonojo qui me dit le stade Macron bientôt. Oui, c'est pour les JO, je pense. Non, Macron quand même, il respecte la démocratie. Il a des défauts, mais pas ceux-là. Le carton bleu. Le carton bleu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je voulais vous donner mon avis. Moi je suis plutôt... Alors, en fait je me suis aperçu avec ce carton bleu que je suis plutôt un progressiste du football. Parce que je suis plutôt pour la Super League. Ça m'effraie pas la Super League. Au contraire, moi ce qui m'effraie c'est la nouvelle version de la Ligue des Champions. Ça m'effraie. Je pense qu'on va passer un sacré moment avec ce tirage au sort et ce classement suisse. Enfin bref, ça va être génial. Donc voilà, ça m'effraie. Mais en revanche, moi la Super League m'effraie pas du tout et le carton bleu m'effraie pas non plus. Il y a énormément de situations dans le foot que je vis où en fait je me dis un carton rouge c'est trop. Et en même temps, un carton jaune, vu l'action qu'il a coupée, c'est pas assez, tu vois. Parce qu'en fait, ça casse le truc, t'as complètement cassé une occasion. Il faudrait que l'équipe soit sanctionnée plus que ça. Et c'est pour ça que moi, le bunker, un petit peu, hein, qu'il y a au rugby, hein, parce que de toute façon, finalement, on est un peu le football, on est un peu les suiveurs du rugby. Hein. La VAR existe depuis bien longtemps au rugby et ça marche très très bien. Et en l'occurrence, les cartons jaunes qui te suppriment qui t'excluent pendant 10 minutes, moi ça me pose pas de problème. Au contraire, je trouve ça plutôt pas mal. Caserie 58, bonsoir, bienvenue. Ça va très bien, merci d'être là, ça fait plaisir. Là, on termine gentiment sur le carton bleu. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme sanction. Il y a plein de fois où je me suis dit non mais c'est pas possible qu'ils s'en sortent comme ça. Mais en même temps, je me disais, ouais, en même temps, tu peux pas lui mettre un rouge, en fait, parce que ça casse le jeu, en fait, ça casse le match, tu vois, parce que quand une équipe, tout d'un coup, se retrouve à 10, en fait, le match, il est déséquilibré toute la partie. Donc, il y a des fois, surtout en début de match, où tu te dis, ouais, tu peux pas lui mettre un rouge pour ça, parce que derrière, ton match, il est foiré. Mais en revanche, le sanctionner pendant 10 minutes de jeu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je vais répondre à Caserie 58. D'accord, tu regardes un petit peu la Ligue 2 ou pas? Pas beaucoup. Non, très honnêtement, je regarde pas la Ligue 2. Je regarde déjà beaucoup de foot, 5 championnats européens. Donc voilà. Les plus grands, enfin les 4 grands et puis un petit peu la Ligue 1, plus la Coupe d'Europe. Donc là, non, j'ai pas le temps pour la Ligue 2. Mais en revanche, si tu as des choses à dire sur la Ligue 2, avec grand plaisir. Alison Fiona 22, hello, salut, bienvenue. How are you? Super bien. Donc voilà. Bref. Donc oui, je vais terminer sur le carton bleu. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais effectivement, moi je suis plutôt pour le carton bleu. Alors après, les associations de carton, carton bleu plus carton jaune égale carton rouge, 2 cartons bleus égale carton rouge, etc. Voilà, c'est un peu, je sais pas. Je sais pas trop ça, mais bon. À ce qu'il paraît, Brigitte Macron aurait demandé à Deschamps pourquoi il ne prend pas Haller en équipe de France pour ceux qui ont la ref. C'était qui? C'était Mitoma, je crois. Non, il me semble que c'était Mitoma. Brigitte Macron vraiment pendant une opération pied jaune avec Didier Deschamps lui demande pourquoi elle prend pas un joueur japonais. Il lui dit parce que il est japonais. Donc voilà. Donc Alison Fiona, on est de France et de Paris en l'occurrence. Voilà. À Cotonou, t'as répondu et tout, bien sûr. Parce que Saint-Etienne, mon club contre 3, est en train de gagner 3-0. Ouais, je sais, j'en ai parlé d'ailleurs, absolument. T'as tout à fait raison. Non, c'était le joueur accusé de harcèlement sexuel en plus. Lequel? Ah, je sais plus. But refusé pour la Juve alors qu'il y avait un but de Milik. Eh ben dis donc, écoute, trop bien. Donc Alison Fiona veut me vendre je sais pas quoi. Elle est graphic designer. Donc voilà, écoute, c'est cool. Peut-être elle veut me vendre un nouveau overlay derrière pour qu'il y ait des trucs qui s'affichent. Ça c'est possible. Donc voilà. Donc Pipo-Vite, donc but refusé pour la Juve. Écoute, ça va, on veut la vraie Ligue des Champions, t'es pas en train de casser ton salon là? Parce que effectivement, si le but a été refusé, ça peut piquer un peu. Déjà, Milik qui rejoue, donc voilà.
La SSE va remonter en Ligue 1 cette année et enregistre ma phrase. Bah écoute, alors je te le souhaite, mais d'après ce que j'ai vu, là, ils sont 12e du championnat quand même. Donc ça va être compliqué. Mais j'espère. Hein. Moi, en fait, le championnat de France, tu vois, il y a Bordeaux 7e. Ah ouais. Ils se sont trompés dans l'équipe. Dans l'équipe, ils me disent, ce soir, il y a le 12e contre le 16e qui joue. 3 contre Saint-Etienne. Donc, ah non, bah non, vous êtes 7e. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais c'est parce que quand vous aviez 32 points au début du match, parce que là, tu comptes la victoire de Saint-Etienne. Mais comme vous aviez 32 matchs au début du match, 32 points au début du match, c'est effectivement, ils étaient 12e parce que c'était le dernier match de la journée. Donc voilà, c'est pour ça. Mais oui, vous êtes 7e. Ouais, j'espère, hein, franchement, je te le souhaite, parce que la Ligue 1 a besoin de Saint-Etienne, a besoin de Bordeaux, a besoin d'Auxerre, a besoin de clubs comme ça qui qui ont végété depuis trop longtemps, en l'occurrence pour Bordeaux, pour Auxerre, trop longtemps en Ligue 2 en fait. Il faut que ces grands clubs remontent en fait. Donc non, moi au contraire, hein, j'aimerais bien que Saint-Etienne remonte. Hein, parce que là, ils sont bien mignons. Hein, moi j'aime bien Brest, encore Brest. Bon, ça peut être une équipe un peu historique du championnat. Mais bon, il y a des équipes... enfin voilà quoi. Ce serait bien que les gros clubs soient là quoi. Nous on s'en fout si on se fait éclater en Ligue 1, on veut les gros. Bah oui, absolument, je suis d'accord. 4-0. Eh ben bravo, félicitations. Voilà, en tous les cas, je sais pas de quoi qu'est-ce que vous pensez du carton bleu, mais moi je suis plutôt pour. Je sais pas trop si effectivement ça va réellement marquer, mais ça va réellement se faire, parce que là ils voulaient l'introduire pour la FA Cup, je crois, et finalement, vu les réactions, a priori ça a été retardé. Mais c'est dommage, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ce soir, la doublette en attaque, c'est Chiesa et Milik. Pouah, c'est dur, hein. Parce que Chiesa, quand même, il est pas revenu. Mais pourquoi Vlao et Yedi sont pas là? Il a Coupe d'Europe, lui, cette année Allegri, il a craqué ou quoi? Tu les fais jouer, c'est tout? Ils sont suspendus ou... Tu fais jouer tout le monde tout le temps. C'est simple, t'as pas de Coupe d'Europe, t'as que le championnat. Tu fais jouer tout le monde tout le temps. Je sais pas, si moi je le sais, pourquoi est-ce que Allegri, il le sait pas? Il est con, quoi. Il a qu'un match par semaine. Mais bon, bref. Enfin. Oui, il faudrait des matchs tests. Et toi, Pipovici, t'es favorable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vlao, il a un anniversaire, je crois. Ouais, il a cru qu'on avait un match en semaine, Allegri, les vieux réflexes. Ouais, c'est clair. Ouais, il a un match de je sais pas, mais bon. Kazri qui nous décrit Kazri 58, qui nous décrit le but en pleine lucarne en dehors de la surface. Donc, voilà. But en pleine lucarne. Magnifique. Écoute, tant mieux pour vous. Ça fait plaisir. Sinon, le carton bleu, bonne idée. Moi aussi, je suis d'accord. Franchement, hein, je suis plutôt d'accord. Je pense que dans Buenos Aires Calcio, tous là, autant qu'on est là, on est des progressistes du football. C'est bien. Il faut que le football avance. Mais avance dans la bonne direction. On n'est pas anti-VAR. On aime la VAR. Bon, des fois, on concède qu'elle est mal utilisée. Mais ça change pas que, quand même... Ça fait quand même du bien de pas se sentir volé complètement de A jusqu'à Z à la fin d'un match, hein, quand même. Ça arrive très rarement maintenant, beaucoup moins qu'avant. On aime la Super League, maintenant qu'elle est dans sa version ouverte. On aimerait aussi d'ailleurs que l'UEFA gère la Super League, en fait, hein, ce serait le top, ça ce serait vraiment le top. Et puis on aime le carton bleu. Donc franchement, je suis fier de nous, on est vraiment des progressistes, bravo, félicitations. Pipovici, il y a des sceptiques qui disent que l'équipe qui va être à 10 va tout faire pour ralentir le jeu, mais c'est déjà le cas avec un rouge, sauf que l'équipe prend des risques à reculer même à 10. Bah oui, absolument. Et puis c'est comme le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur, tout le monde était sceptique en disant « Ah, mais la Coupe d'Europe, ce sera plus jamais comme ça, etc. » Finalement, le fait que le but à l'extérieur ne compte plus double, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que les matchs allés des Ligues des Champions, des Coupes d'Europe sont super intéressants maintenant. Et les matchs retour sont toujours intéressants, bien sûr. Parce que le match retour, de toute façon, celui qui perd, il doit aller gagner. Et le match aller, maintenant, étant donné que prendre un but chez toi, c'est pas un problème, en fait, les matchs sont vachement plus ouverts. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait anticipé. D'accord? Personne s'était dit « Ah, c'est une bonne idée de retirer le but à l'extérieur. » Tout le monde s'était dit « Mais ça va pas, ça va tuer l'histoire de la Coupe d'Europe, etc. » Et en fait, pas du tout. Ça l'a ouvert. Ça a ouvert les matchs.
eh ben, on ne sait pas ce qui va se passer avec le carton bleu. Peut-être que on va le tester sur une saison et on va se dire c'est tout pourri, ou alors peut-être que ça va être génial et que ça va empêcher qu'on va l'utiliser peut-être jamais ce carton bleu. Pourquoi ? Parce que les joueurs sauront que s'ils font une faute débile, ils pénaliseront beaucoup trop leur équipe. Donc, moi, je pense que le carton bleu, au début, les 2 premiers mois, ça va être utilisé, et au bout d'un moment, on l'utilisera plus, ou très exceptionnellement dans un match, parce que le joueur peut pas faire autrement, etc. Mais que ce sera une trop grosse sanction, en fait, de faire une faute tactique, comme on dit. Avant, les fautes tactiques, tu t'en fais tout le temps, tu vois. C'est Çalhanoğlu qui... Ozil qui disait le carton bleu ça va faire en sorte que l'Atlético Madrid termine ses matchs à 6. Donc ils ont tout à fait raison. Donc voilà, bref. Enfin. Par contre, gueuler sur l'arbitre, ça serait bleu. J'aurais bien aimé voir ça avec Verratti au PSG, ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord, mais ça, ce serait trop bien en plus. Il passerait son temps à faire des allers-retours. J'ai toujours voulu que ses buts à l'extérieur s'arrêtent. Ouais. Le seul match où je peux pas y aller, il gagne 4-0, je suis un chat noir. Mais non, au contraire, tu portes bonheur, mais il faut que tu sois chez toi. Donc voilà. C'est fou cette règle du but à l'extérieur quand on est Bance, c'était une hérésie. Surtout en prolongation, en fait. En prolongation, c'était vraiment une hérésie. Genre en Milan, Thio en Ligue des Champions, c'est carton bleu. Oui, c'est clair, et c'est pas rouge. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou Kessié contre l'Atlético il y a 2 ans. Ouais, absolument. Et derrière, l'équipe est sanctionnée, mais derrière, t'as un vrai match de football quand même. Tu vois, t'as pas un match tout pété derrière où c'est mort. Tu sais que de toute façon, c'est fini. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Bref, voilà un petit peu pour le carton bleu. Écoutez, je suis très content d'avoir passé cette heure un petit peu avec vous. Fin du match 6-0. Mais écoute, bravo, franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu que Saint-Etienne gagnait 6-0 quoi que ce soit. Donc bravo pour toi, félicitations. Je suis très content d'avoir passé cette heure avec vous. C'était encore très marrant, très sympa et c'est toujours un plaisir de partager ma passion du football avec vous. Et effectivement, on va se retrouver la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, alors déjà parce qu'on se retrouve toutes les semaines, tous les lundis, mais surtout la semaine prochaine, en plus, on aura les premiers matchs de Ligue des Champions à débriefer. Donc ça, c'est vraiment mortel. FC Copenhague, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, ça c'est demain. Et après-demain, bien sûr, le fameux PSG Real Sociedad et le Lazio Bayern Munich. Donc franchement, ça va être super lundi prochain. On a aussi des très bons matchs à débriefer de championnat. Il va y avoir un Lyon-Nice, ça se prend quand même, mais c'est pas non plus foufou. Est-ce que dans les autres championnats il y a des chocs un petit peu alléchants ? Ah, il y a un Manchester City-Chelsea quand même. Bon, normalement très déséquilibré, mais en tous les cas, on veut la Ligue des Champions, on va être un petit peu motivé. Et puis, non, en Allemagne, il n'y a pas grand-chose. En Italie, il n'y a pas grand-chose. On va voir le dimanche. C'est souvent le dimanche qu'il y a les gros matchs, quand même. Brest-Marseille, bon. Ça, on verra si Brest confirme. En Angleterre, vraiment que dalle. En Espagne, vraiment que dalle. En Allemagne, vraiment que dalle. Et en Italie, pas grand-chose non plus. Donc bon, il y a un Lazio-Bologne qui peut peut-être être un petit peu... voilà, pourquoi pas. Bon, écoutez, on aura les matchs de Ligue des Champions à débriefer, ce sera déjà pas mal. Donc voilà. Genre en première mi-temps, c'est dur de sortir un rouge. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. Et le bleu va donner cette option à l'arbitre de sanctionner avec un bleu à la première mi-temps au lieu d'un rouge. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu penses quoi de Charles de Ketteler, dit au Cotonou pour me narguer ? Écoute, il fait une super saison. Bravo, félicitations. Vous allez l'acheter, 26 millions, je crois. Et c'est très bien. Ce sera bien pour tout le monde. Allez, bonne soirée. Je vous souhaite une excellente semaine de football. Profitez bien demain et après-demain. Et on se revoit, bien sûr, lundi prochain à 21h. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.